On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Jérôme Husneau, j'habite à Noirmoutier, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui me connaissent. Même quand je croise dans la rue, il y a beaucoup de gens que je ne reconnais pas et qui me reconnaissent, parce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble, qui a comme moi pas beaucoup de cheveux, comme moi une barbe grise, comme moi des lunettes, qui s'appelle aussi Jérôme, mais qui est propriétaire du cinéma de Les Mimosas. Pas sec. Voilà, plus sérieusement, je suis un scientifique qui a fait toute sa carrière à l'Ifremer, au CNEXO d'abord, parce que le CNEXO est devenu l'Ifremer en 1984. J'ai travaillé sur les problèmes d'environnement et d'aquaculture, et j'ai tenu la première petite ferme d'excitation aqualive qui était sur le terrain neuf, là où maintenant se trouvent France Turbo et Marinov. Et ensuite, je suis parti 20 ans à La Rochelle dans une unité mixte de CNRS et de l'Ifremer. Voilà, donc je vais passer la parole à mes collègues de l'INRA, du CNRS, et qui vont très rapidement se présenter à tour de rôle. Merci Jérôme. Donc, moi je suis François Fromard. Je viens de... tout le monde me lève, me voit, je me lève. C'est impressionnant. François Fromard, donc je viens de... Je viens de Toulouse, c'est la première fois que je viens à Noirmoutier, donc je suis très content de venir ici. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Émérite, ça veut simplement dire que je suis à la retraite, mais que je travaille encore un petit peu. Je suis rattaché à un laboratoire qui s'appelle Ecolab, laboratoire d'écologie fonctionnelle. Bon. Je suis botaniste de formation, j'ai commencé à travailler sur les hautes montagnes pyrénéennes et autres, puis un jour je suis descendu en latitude et en altitude, et je me suis mis à travailler sur les mangroves, sur la dynamique de l'écosystème, sa répartition, sa cartographie, son fonctionnement, ses services écosystémiques, on verra tout à l'heure ce que c'est, on en parlera sans doute. Voilà. Bien, bonjour, moi je suis Eric Guillardi, je suis océanographe et climatologue. Je reconnais un certain nombre d'entre vous qui étaient là hier soir, donc je ne vais pas me présenter plus longuement, puisque Michel Vivier m'avait déjà présenté. Juste pour dire que donc, je travaille sur le rôle de l'océan dans le climat, plus au niveau global. Là, on va descendre à la petite échelle, mais aussi, donc, je parlerai du cycle du carbone dans l'océan, hein, puisque si on parle de réchauffement du climat lié au dioxyde de carbone, il faut comprendre ce cycle du carbone dans l'océan, qui va être un sujet principal de notre échange. Voilà, sinon je suis directeur de recherche au CNRS, pas encore émérite, moi, il y a encore quelques années. Et donc je travaille à Paris, à Jussieu, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et qui regroupe l'ensemble des laboratoires de la région parisienne qui travaillent dans les domaines du climat et de l'environnement. Et mon domaine de recherche, c'est El Niño, plus particulièrement. On va retrouver des impacts d'El Niño sur les choses dont on parle ici, qui est une variation du climat dans le Pacifique tropical, mais qui a des impacts un peu partout. Voilà. Bonjour, moi je suis Xavier Desmier, je ne suis pas scientifique, mais je suis un peu arrivé par Jérôme un peu sur le taf. Je suis photographe, je suis plongeur, j'ai été plongeur sur Calypso pendant pas mal d'années. Et je travaille beaucoup sur tout ce qui est marin, maritime. Je viens de terminer un livre, vous avez quelques photos ici, sur les côtes bretonnes entre deux eaux. Et en même temps, bon, voilà, on a quelques photos là. Et je travaille aussi beaucoup sur, j'ai un gros projet sur l'homme et la mangrove dans le monde. Donc voilà, donc, je connais bien le milieu marin. Je suis plus là en spectateur et voir depuis 40 ans, je vois les modifications en fait, de l'univers marin et particulièrement l'estran, la zone qui nous intéresse ce soir. Bonjour, moi je m'appelle Joël Aubin, je travaille à l'INRA. Donc là, l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique, même si on ne va pas parler d'agronomie proprement dit. Donc mon travail, c'est plutôt d'évaluer les impacts environnementaux des systèmes de production agricole, en particulier l'élevage et en particulier l'aquaculture. Donc j'ai une expérience un peu longue en aquaculture, j'ai côtoyé un peu Jérôme par le passé. Voilà, et depuis, je fais des bilans environnementaux avec des outils que je vous présenterai à la fin de nos exposés. Voilà. Je donne
Merci bien. Donc, comment ça va se passer? Ben, on va avoir des discussions. On va vous présenter un petit peu d'abord certains éléments. Et puis, parce qu'en fait, il va y avoir 4, comme vous l'avez vu à l'écran, 4 types d'écosystèmes et d'habitats côtiers. Et donc, pour chacun d'entre eux, on aura une petite illustration avec une toute petite vidéo de quelques minutes qui est mieux qu'un long discours. Donc, pour commencer, avant d'entamer sur le carbone bleu, on va déjà voir un peu comment se répartit le gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre, dans le temps et dans l'espace. Eric devait le présenter hier soir et puis il a dit bah, je ne vais pas le faire 2 fois, donc il va le faire maintenant. Un commentaire en direct sur des images de la NASA. Voilà. Vous pouvez envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà, donc, comme je le disais hier soir pour ceux d'entre vous qui sont là, si le dioxyde de carbone qu'on émet dans l'atmosphère était marron et qui sentait mauvais, on aurait résolu le problème depuis longtemps. Or, on ne le voit pas. Et donc, cette animation de la NASA montre la répartition du dioxyde de carbone sur la planète pour l'année 2006. Vous voyez donc les jours qui défilent à droite, on est au mois de février. Et donc, on reconnaît les 3 régions qui émettent du dioxyde de carbone, hein, l'Amérique du Nord à gauche, l'Europe au milieu, l'Asie du Sud-Est à droite. Parfois, on voit même le panache de villes industrielles, c'est assez impressionnant. Donc, vous avez l'échelle qui est en bas à droite, on ne voit pas très bien, mais c'est donc le dioxyde de carbone. Ce qu'on voit aussi assez bien, c'est que on est tous dans le même bateau. C'est pas parce que l'Europe décide d'arrêter d'émettre, ou les États-Unis, ou l'Asie, que le problème est réglé, puisque tout se mélange très vite. Vous voyez, la circulation de l'atmosphère transporte ce carbone. Ce qu'on voit aussi, c'est la différence entre les 2 hémisphères. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, même si au bout de quelques années, tout ça, ça se mélange. Hein. Il y a quand même des échanges entre les 2 hémisphères, mais à l'échelle d'une année ou de quelques mois, ça reste confiné. Alors regardez, là on est au mois de mai. Ouais, ça baisse là, Eric. Tu crois là? Oui, ça commence à diminuer. Effectivement, regardez, tout d'un coup, hop, qu'est-ce qui se passe là? Ça disparaît. Il y a beaucoup moins de CO2. C'est l'été. C'est assez spectaculaire. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est l'été. Ah non, la clim se met en route. C'est pas le chauffage, c'est pas lié à l'homme. Ah bon? La végétation. La végétation, exactement. C'est les plantes de l'hémisphère nord qui vont pousser. Vous savez qu'un arbre, pour pousser, va absorber du dioxyde de carbone et relâcher l'oxygène. Et donc, au printemps et en été, les plantes de l'hémisphère nord absorbent ce carbone. Donc en fait, sur les 40 milliards de tonnes de CO2 que l'activité humaine émet chaque année, il n'y en a que la moitié à peu près qui reste dans l'atmosphère. Donc les continents en absorbent plus par les plantes qui poussent plus, mais aussi les océans en absorbent, hein, donc à peu près un quart chacun. Donc sans ces 2 puits, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement, mais bien au-delà. Donc notre travail aussi scientifique, c'est de comprendre ces 2 puits, le puits de carbone terrestre et le puits de carbone océanique. Et le sujet de cette table ronde, c'est on va parler de zones plus particulières du puits de carbone océanique. Des toutes petites zones, on va en revenir dessus. Ce qu'on voit aussi sur cette animation, c'est la zone tropicale. Vous voyez des espèces de flashs hein, en Brésil et en Afrique équatoriale. Et ça c'est à la fois la déforestation, donc le fait qu'on va brûler les arbres qui restent, mais aussi des brûlis agricoles, c'est-à-dire certaines pratiques agricoles où quand la récolte est terminée, les agriculteurs vont brûler le champ. Mais donc, et voilà, vous voyez ici on revient en hiver et la végétation. Donc en fait, on a un cycle annuel qui est comme ça sur la Terre, du fait qu'il y a beaucoup plus de plantes dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et l'activité humaine vient se superposer à ça, et donc on a une augmentation comme ça, avec une tendance qui monte. Donc voilà en gros, rapidement, ce cycle du carbone au niveau global. Très bien, merci Eric. Est-ce qu'il y a une petite question courte? Non, tout le monde a compris. Alors on enchaîne. Donc après, comment l'océan va réguler le climat? Oui, absolument. Donc c'est une pompe, on parle de pompe physique et pompe biologique. Donc vous allez avoir l'explication dans cette petite vidéo, faite par l'esprit sorcier qui nous a autorisé à la diffuser. Tu peux y aller.
dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à deux processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf plouf. Une oie, deux oies, trois oies. Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre deux coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton meurt, il tombe et se dépose au fond des océans. Le CO2 s'accumule dans les profondeurs et n'intervient plus dans l'effet de serre. Ah bah c'est déjà ça de gagner. Et le processus physique, c'est lequel? Ah là, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Comme le sucre dans ton café, le CO2 atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'air et l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans les océans. Cette dissolution est favorisée à basse température. Les océans froids absorbent donc beaucoup plus de CO2 que les océans chauds. Comme cette eau est plus froide, elle est plus dense, plus lourde si tu préfères. Elle plonge alors en profondeur, emportant avec elle le CO2. L'eau est alors remplacée par une eau plus chaude et moins concentrée en CO2, qui va à nouveau absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que les océans sont des puits de carbone. Des puits de carbone plus efficaces encore que les forêts. Eh ben dites donc, heureusement qu'ils sont là. Oui. Sauf qu'à cause du réchauffement global, la température des océans va augmenter. Ces derniers pourront donc absorber moins de CO2 et celui-ci va s'accumuler de manière plus importante dans l'atmosphère et donc accentuer le réchauffement de la planète. D'où l'importance de réduire nos émissions pour limiter le réchauffement. Merci. Donc là, on va aujourd'hui s'occuper surtout de ce qui est biologique, puisqu'ils ont parlé du phytoplancton, qui effectivement est abondant, et surtout aussi dans la zone du plateau continental, les estuaires, parce qu'il faut qu'il y ait du gaz carbonique, il faut qu'il y ait de la lumière, et il faut aussi qu'il y ait des éléments nutritifs, ce qu'on appelle tous les nutriments. Et ça, il n'y en a pas partout. Alors parfois, il y a des eaux du fond plus riches en nutriments qui vont remonter vers la surface, dans les zones de poêling, où la pêche est très bonne en général, puisque là, il y a beaucoup plus de végétaux et de petits animaux, de phyto et zooplancton. Et puis, sur le côtier. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est sur le domaine côtier. Donc, on va pouvoir vous parler du carbone bleu. Ah voilà, c'est bon, c'est à moi d'appuyer. Donc, les trois grands types de carbone bleu, sans en exclure peut-être d'autres, parce qu'en fait, le carbone bleu, son origine est très récente, elle a été introduite en 2009, je crois, par un chercheur, et il y a beaucoup de choses encore qui sont un peu floues et un peu dans l'inconnu, donc c'est pour ça que les chiffres qu'on vous donnera sont à prendre avec des pincettes et sont les éléments d'aujourd'hui qui vont sans doute mûrir et se préciser dans les années qui viennent. Donc vous avez les mangroves dans les zones tropicales. Là on voit rien. Les mangroves qui sont à gauche. Les marais salés ensuite. Mais alors il faut faire attention, marais salés, ce ne sont pas nos marais salants. Ce sont des marais salés qu'on dit tidaux, c'est-à-dire qui s'immergent et s'émergent régulièrement à chaque marée, ou s'ils sont très hauts, plus rarement, par exemple, comme ceux du Mont-Saint-Michel. Donc ça, ce sont les marais salés tidaux.
Et puis les herbiers. Les herbiers qui sont, eux, la plupart du temps sous l'eau, mais qui aux grandes marées peuvent aussi découvrir. Donc on va vous détailler ces trois types. Alors, comment est stocké ce CO2 donc, par ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire des végétaux en pleine vie, qui ont des durées de vie qui vont être plus ou moins longues. On peut avoir le phytoplancton, ça peut durer quelques heures, quelques jours. Les mangroves, c'est beaucoup plus long, ça va être combien? Quelques années, oui, c'est même les arbres, quelques dizaines d'années. Les marais salés, bah, c'est les plantes que vous connaissez, les salicornes, les obiones, la soude maritime, les spartines, on verra ça. Et les herbiers aussi peuvent vivre quelques années. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment du carbone organique qui va s'accumuler dessous, dans le sol, qui va sédimenter. Et là, ça peut rester beaucoup plus longtemps. C'est des centaines, voire des milliers d'années que ce carbone organique, en fait, si je vous dis tourbe marine, ça vous dira mieux quelque chose. C'est comme la tourbe. Il n'y a pas d'oxygène, ou presque. Donc les bactéries, elles ont du mal à travailler. Et donc là, on peut avoir un stockage très long. Et c'est ça qui est intéressant pour fixer notre CO2. Donc voilà, biomasse et le carbone piégé dans le sol dessous. Alors voilà comment c'est à peu près distribué, c'est pas très clair. Vous avez les herbiers qui sont en jaune-vert clair. Donc on les voit bien là dans ce secteur-là. Il y en a un peu partout. Les marais salés, eux, ils sont plus en bleu, donc c'est plus dans les zones tempérées. Et puis en noir, les mangroves. Donc vous voyez qu'ils sont dans les zones équatoriennes, tropicales, etc. Et là, vous en avez beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ces milieux? C'est leur vitesse de piégeage du carbone dans les sédiments. Donc à droite, vous avez notre carbone bleu, marais salés, mangroves, herbiers. Vous voyez la taille des pics. On peut avoir entre 100 et 200 grammes de carbone par mètre carré par an qui est fixé. Alors il faut savoir que parfois les scientifiques ils parlent en carbone, ils parlent en CO2, c'est pas la même chose. Il faut multiplier par 2,75 ces chiffres-là, qui sont en carbone, pour les avoir en équivalent CO2. Donc il faut faire attention quand vous lisez un document, savoir si c'est du carbone ou si c'est exprimé en CO2. Et vous voyez que bah, les forêts tempérées terrestres ou tropicales, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les forêts boréales, les toundras, même les déserts, tout ça, ça accumule beaucoup plus lentement. Voilà, alors comment on peut mesurer? Ça c'est un petit test amusant. C'est à cheval entre la science sérieuse et la science participative. Il y a eu plusieurs publications à comité de lecture dans des revues très sérieuses dont Eric vous a parlé hier. Et donc on prend un petit sachet de thé rooibos et puis un petit sachet thé vert. Pas n'importe lesquels, ceux-là c'est pas les bons parce que je les ai pas. Et donc ça a été normalisé. On met ça dans le sol pendant 3 mois, bon, à 8 cm de profondeur pour l'instant. Et au bout de 3 mois, vous voyez ici, 3 mois c'est ici, on peut faire on pèse avant et après dans des conditions bien sèches, identiques, avec une balance de haute précision, etc. On ira peut-être d'ailleurs au laboratoire de France Turbo Marinov si on fait des tests l'année prochaine, et on fait des petits calculs, on peut même les déposer sur Internet ou les faire se calculer automatiquement. Et après, on peut voir à quelle vitesse se dégrade
dans tel milieu, c'est cette matière organique qui est le thé. Donc vous voyez que le thé vert, lui, il a une vitesse de gradation rapide, et si on fait 2-3 mois, c'est parce qu'on veut le chiffre de stabilisation. Alors qu'au contraire, l'autre, il va nous donner la dégradation rapide, parce qu'il a une dégradation plus lente, donc on reste dans la partie de courbe linéaire, et donc on peut avoir ces deux données, et les interpréter, les comparer. Donc il y a une publication là qui vient de sortir en 2018, où sur 30 zones humides littorales, des mangroves et des présalés, des marais salés. Voilà. Donc avec Régis Marty, le directeur de la réserve de Mulambourg, on va peut-être faire des premiers tests sur son site dans quelques temps. Alors celui-là, je vais aller vite parce qu'il est un peu compliqué. Cette partie-là, elle vous montre la proportion des différentes zones de l'océan. Donc ça, c'est tout l'océan profond, l'océan du large, parce que l'océan, c'est 350, 360 millions de kilomètres carrés. Donc là, il peut y avoir que du phytoplancton. Ici, c'est la zone du plateau continental. Et ici, ce sont les estuaires en blanc. Et puis après, on a nos trois habitats, mangroves, marais salés et herbiers. Et vous voyez que les ronds symbolisent les quantités enfouies de carbone organique estimées, et que la moyenne est en rouge, mais que la valeur maxi et la valeur mini, ça peut être très important parce qu'il y a une incertitude sur les données. Il faudra améliorer, et pour l'instant on en est là. Voilà, donc maintenant on va, après cette première présentation, alors peut-être que vous avez quelques questions. Non? Alors, le spécialiste des mangroves va pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est, pour les gens qui ne connaissent pas. D'accord. Donc vous avez vu, Jérôme vous a montré que les mangroves prennent une part importante dans ce qu'on appelle le carbone bleu. Pour comprendre comment et pourquoi, il faut savoir à peu près ce qu'est une mangrove. Alors vous avez tous en tête des images, j'imagine, de ce qu'est une mangrove. Vous voyez, mangrove, c'est une forêt, en fait, qui se développe dans les zones intertropicales. En gros, c'est plus de 25 et moins 27, plus 25 degrés nord et 25 degrés sud en répartition. En fait, si on regarde une carte de répartition des mangroves, c'est un peu la même carte de répartition que celle des coraux. Hein, c'est une ceinture intertropicale. Alors c'est composé d'arbres un peu particuliers qu'on appelle des palétuviers. Alors c'est un peu mystérieux. Vous avez des arbres qui sont caractérisés par des enchevêtrements de racines, des racines aériennes. Quelquefois, comme on voit en bas à droite, c'est des racines qui, au lieu de pousser de haut en bas, poussent de bas en haut et sortent du sol. Donc c'est un peu inattendu, un peu curieux, un peu anachronique. Les mangroves aussi, il y a un paradoxe, c'est que sur la Terre, les mangroves c'est un écosystème rare en fait. La mangrove c'est 1% des forêts tropicales, donc c'est pas grand-chose. Et on considère qu'actuellement, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, disons en gros il y a 140 000 km² de mangroves sur la Terre. On pense qu'à l'origine il y en avait 200 000, maintenant il y en a 140 000. Donc c'est 1% des forêts tropicales, c'est pas grand-chose. Mais si on dit que 75%, 3/4 des côtes tropicales sont couvertes de mangroves, là on se rend compte que c'est quand même déjà plus important. Et puis les côtes, donc c'est ce qu'on appelle les interfaces entre terre et océan, c'est là où se passe beaucoup de choses. Des échanges d'énergie, des échanges de matière, des échanges d'organismes, etc. Des flux gazeux, des flux de carbone. Donc, ce sont des zones où il se passe beaucoup de choses d'un point de vue dynamique et d'un point de vue fonctionnel. Donc, vous allez voir un petit film qui vous présente très rapidement la mangrove, donc il faut être bien attentif parce que c'est très court. Il y a un certain nombre de mots-clés importants dans ce film. On va vous parler de productivité, de biodiversité, je ne sais plus encore, de poissons juvéniles, etc. Donc il faut bien retenir ces mots-clés, puis on pourra en reparler tout à l'heure, selon les questions que vous aurez, ou sinon je pourrai compléter ce qui sera dit dans ce film. On y va.
Dans les régions tropicales, lorsque la végétation entre en contact avec la mer et vice-versa, cela engendre des écosystèmes denses et verdoyants. Les mangroves se développent dans les eaux calmes des lagunes et des estuaires. Elles constituent des ensembles végétaux parmi les plus productifs au monde. Seulement une soixantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes composent ces mangroves. Elles sont toutes regroupées sous le nom de palétuviers. Ce sont les rares végétaux capables de se développer dans des eaux dont la salinité varie perpétuellement. Ancrés dans des sédiments vaseux et pauvres en oxygène, les palétuviers sont munis de racines aériennes qui leur permettent de capter l'oxygène de l'air. Dans cet environnement particulier, les adaptations sont nombreuses. Certaines graines commencent même à germer directement sur l'arbre. Ces plantules sont suffisamment développées pour s'enraciner dès qu'elles toucheront le sol. Et si elles tombent dans l'eau, elles commencent par flotter avant d'être suffisamment lourdes pour couler et s'enraciner. L'enchevêtrement de la mangrove présente de multiples avantages. Il protège le littoral de l'érosion ainsi que des tempêtes. Il sert de nurserie pour les poissons juvéniles, de refuge pour certaines espèces animales et de garde-manger. Enfin, la mangrove représente une source de subsistance importante pour de nombreuses populations humaines. La déforestation, l'augmentation du niveau de la mer et la pollution pèsent sur ces milieux sensibles. Pour y faire face, des programmes de conservation incitent à restaurer les mangroves les plus dégradées et à créer. Bon, est-ce que vous avez des remarques? Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est ces milieux, il faut absolument les protéger, parce que si on les assèche, ils se réoxygènent plus vite, et tout le gaz carbonique qui a été accumulé, il va repartir. Donc il faut vraiment les conserver, tous ces milieux-là. Et même, vous voyez en haut à droite, on refait des replantations de mangroves. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, ou Xavier. Ça marche là? Ouais, je voulais juste dire aussi par rapport, on a entendu parler du tsunami en Indonésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tous les villages qui avaient coupé leurs mangroves ont été rasés. Ceux qui avaient la mangrove en sont restés intacts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un grand programme de replantation dans ces zones-là. Et juste aussi pour vous montrer un peu la vitesse à laquelle pousse une mangrove quand la mer est calme, quand il y a toutes les conditions. Vous avez la photo en bas à gauche. C'est les arbres que vous voyez, ils font à peu près une vingtaine, entre 15 et 20 mètres de haut. Il n'y a même pas 20 ans, c'était comme le bas de la photo, il n'y arrivait rien du tout. Donc quand les conditions sont bonnes, ça pousse très très vite et ça permet en même temps justement de protéger, de capter et d'agrandir en même temps. Par exemple, cette photo-là est faite au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est pratiquement tout au niveau de la mer et avec le réchauffement climatique a tendance à disparaître. Mais la mangrove, en fait, regagne du terrain pour l'instant. Il y a une lutte entre les deux. Ce que tu disais, c'est des caractéristiques de la mangrove. Et il y a un terme qui était cité au tout début dans le film, c'était productivité. La mangrove a une forte productivité. Alors ça veut dire que la mangrove va stocker, va avoir une grande efficacité photosynthétique, c'est le phénomène de séquestration du gaz carbonique par la plante est très efficace et très rapide. Pourquoi? Parce que la mangrove pousse très vite, la mangrove a une grande surface foliaire, et la mangrove va emmagasiner aussi beaucoup de matière organique, beaucoup de bois dans sa structure. Alors, c'est des chiffres élevés, hein. C'est des choses qui sont connues d'ailleurs depuis peu de temps. On sait que les mangroves stockent, ont des biomasses, on parle souvent de biomasse aérienne, en matière sèche, en tonnes de matière sèche par hectare. Alors, peu importe les chiffres, mais ils ont une mangrove, c'est 300 à 400 tonnes de matière sèche par hectare, pour la partie aérienne. C'est l'équivalent, c'est même supérieur à ce qu'on trouve dans les grandes forêts tropicales humides amazoniennes, par exemple. Donc c'est important. Et ce qu'on sait depuis peu, c'est que le stock de la biomasse souterraine, et donc le carbone souterrain, est encore plus important
que la biomasse et le stock de carbone aérien. Il y a le stock de biomasse souterraine qui correspond aux racines, et puis le carbone qui est dans les sédiments. Donc c'est des arbres qui poussent vite, qui stockent beaucoup de carbone, et qui protègent les côtes de l'érosion, tu l'as dit, des tsunamis, et ça fait partie de ce qu'on appelle les services écologiques ou les services écosystémiques que rend la mangrove. Il y a quelques temps, autrefois, on disait la mangrove, il faut la protéger parce que ça fait partie du patrimoine, etc. C'est vrai, mais c'est un peu court. Maintenant, il faut la protéger, on a des arguments presque, je dirais, entre guillemets, économiques. La mangrove rend des services. Elle stocke du carbone, elle permet de lutter contre l'érosion des côtes, contre la pollution, parce qu'elle retient, on pourra en reparler, mais elle retient des éléments polluants, en partie des éléments polluants organiques. Et aussi, on en parlait un peu dans le film, sont des lieux de nurserie, de nourricerie pour un tas d'espèces importants du point de vue de la biodiversité, mais qui ont une grande valeur aussi pour la pêche, une grande valeur halieutique, que ce soit les crevettes, les crabes, les poissons, etc. Donc ça a vraiment une réelle importance économique. Il y a certains économistes qui sont amusés, entre guillemets, à chiffrer ça, à donner un hectare de mangrove vaut, donc les chiffres sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais ça veut dire que on s'est rendu compte depuis peu, depuis une dizaine d'années, on va dire, une quinzaine d'années, que la mangrove avait une valeur pour global, au niveau global, pas uniquement au niveau où la mangrove se développe, mais pour l'ensemble des écosystèmes et du globe. Alors j'aurais une question, s'il n'y en a pas dans la salle. Et la montée des eaux, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, alors la montée des eaux, la mangrove, elle est sur le front. Alors en théorie, puisque la mangrove elle se développe dans la zone de balancement des marées, c'est-à-dire entre la zone dans l'estran, les marées les plus basses, les marées les plus hautes. Donc en théorie, si le niveau marin monte, la mangrove va se déplacer, va translater vers l'avant. Si elle peut le faire, mais souvent vers l'amont, où il y a des zones urbanisées, où il y a des zones cultivées, ou alors le relief ne permet pas à ce que la mangrove se développe. Alors on constate ce déplacement déjà dans certaines régions du monde. Dans les mangroves de Floride, par exemple, la mangrove est en train de gagner sur des marais herbacées d'eau douce ou certains somates qui sont en amont. On voit la mangrove qui commence à avancer. Au Brésil, on voit ça aussi. Et puis par contre, dans sa marge maritime, la mangrove régresse et donc il y a un début de translation. Mais bon, ça ne pourra pas se faire partout. Ça va dépendre de l'occupation des sols et du relief, des niveaux du relief du terrain. Question. Une question. Est-ce que les zones humides douces sont aussi bénéfiques? Non, c'est vraiment un échange entre l'océan et la terre. Nos zones humides qu'on devrait protéger aussi vaillamment, elles sont peut-être moins... Ah ben si, c'est pas le sujet du jour, mais également, toutes les tourbières d'eau douce sont aussi très importantes dans le stockage du carbone. Oui, c'est ça, je voulais savoir si c'était transposable à notre zone... Oui, c'est important aussi, parce que les tourbières stockent beaucoup de carbone parce que la matière organique n'est pas décomposée, mais stockée sur place. Le méthane aussi, oui, donc ça... Ouais. Alors, le méthane, il est réémis en général. C'est-à-dire qu'au fond d'une rizière ou d'un marais, de façon anaérobie, on va créer du méthane qui va donc remonter par bulles jusqu'à la surface et part dans l'atmosphère. Donc voilà, exactement, l'effet follet. Et d'ailleurs, quand on dit que l'agriculture est responsable d'à peu près 20% des gaz à effet de serre qu'on émet, c'est par le méthane. Il y a deux sources. Ce qu'on appelle le pet de vache, c'est-à-dire la digestion gastro-entérique des vaches qui génère du méthane, et les rizières par donc la génération de méthane au fond. Alors maintenant, je vais revenir sur... On disait, bon, ces zones stockent beaucoup de carbone. Aujourd'hui, comme le disait Jérôme, il y a... Quand on fait ces bilans globaux de carbone, ce qui vous a été présenté, ce dont je vous ai parlé aussi, aujourd'hui sur le carbone bleu, donc ces trois sources, alors il y a peut-être une quatrième, suivant les macroalgues, c'est des algues géantes, qui vont, voilà, comment on va en parler. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça représente sur les... Alors, on va parler de pourcentage, mais donc sur ce que l'océan absorbe, on a vu que c'est à peu près 30%, tout à l'heure. On ne sait pas si les zones... le carbone bleu, si c'est 3% de ces 30% ou 30% de ces 30%. Aujourd'hui, il y a un facteur, on a un facteur 10 dans l'estimation parce que c'est des zones qui sont très mal connues. On va les connaître de façon peut-être très micro, en comprenant leur fonctionnement, leur écosystème, mais d'évaluer au niveau global sur la planète, c'est-à-dire toutes ces côtes que tu montrais sur la carte tout à l'heure, on ne sait pas encore évaluer si c'est vraiment un
petite part de l'absorption de CO2 ou une énorme part. Et donc, d'où l'intérêt de absolument les étudier de façon beaucoup plus claire, importante. Et donc ça quand... Alors, oui, alors, ça représente 1% de la surface des océans. Alors, par contre, ce qui est effectivement, ce que vous disiez, la capture de ces zones est exceptionnelle. C'est 50% de la capture de carbone qui est stockée. C'est énorme. Mais c'est des petites zones. Donc, en fait, c'est un gros pourcentage sur des petites zones. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien si c'est finalement beaucoup ou pas beaucoup. Et donc, ça, le dernier rapport du GIEC reconnaît qu'il y a des choses qu'on ne sait pas là, et donc encourage des recherches pour en savoir un peu plus sur ce rôle global du carbone bleu. Pour revenir on est à un autre chiffre, alors tu diras quelle est sa valeur. On dit aussi, on lit que 15% du carbone des océans serait lié directement aux mangroves. C'est un chiffre qu'on trouve, mais comme tu dis, il y a de grosses incertitudes. Et quand on regarde comment sont tous les chiffres, des fois on se dit c'est des extrapolations un peu quelquefois hasardeuses, mais pas toujours. Et c'est pour montrer qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, de l'importance de les préserver de toute façon. Et puis, comme vous le disiez, il y a beaucoup de co-bénéfices. Pas uniquement sur la capture de carbone, mais aussi sur la protection des côtes, des écosystèmes, la biodiversité. Donc c'est voilà, énormément de co-bénéfices, donc il faut y aller. Les 15%, je ne sais pas si c'est une moyenne entre 3 et 30, mais voilà, c'est peut-être... La mangrove des Sundarbans, qui est dans le delta du Gange, fait vivre 4 millions de personnes. Donc ça fait vivre en même temps énormément de personnes. Et ce sont des populations, si elles n'avaient plus de mangroves, elles partiraient, ça ferait de l'immigration. Donc ça maintient énormément, par exemple sur l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est à peu près 400 000 personnes aussi. Donc c'est très très important. Ça a été longtemps des refuges aussi pour certaines ethnies. Mais surtout, ça leur permet le poisson, et c'est presque 70% en fait des masses halieutiques bénéfiques. Donc c'est vraiment très important. On exploite la forêt aussi? Alors sur le Bangladesh, on ne l'exploite plus, ça a été interdit. Ce sont les Anglais en fait en 1870 qui ont envahi l'Inde, on va dire. Le Bangladesh était hindou. Depuis les années 70, le Bangladesh est indépendant, mais ils ont gardé en fait, ce sont les Anglais qui ont poussé les Lom à aller vers la mangrove, mais c'était une forêt dangereuse parce qu'il y a beaucoup de tigres, c'est la plus grosse, il y a à peu près 200 à 300 tigres dans le golfe du Bengale, c'est la plus grosse population au monde, mais en même temps, donc les gens en avaient peur, mais les Anglais les ont poussés à aller exploiter cette mangrove parce qu'il y avait beaucoup de richesses. Et puis, en fait, le Bangladesh, quand il est devenu indépendant, ils ont continué à la lutte. Et en fait, on paye, même le pêcheur du coin paye une patente pour pouvoir aller pêcher dans la mangrove. Tu parlais du bois. Alors, concernant le bois, il y a certains pays, on utilise le bois de mangrove, surtout pour faire du charbon de bois. À Madagascar, par exemple, c'est très utilisé. Alors, ça a été très utilisé pendant longtemps au niveau des villages, des communautés villageoises, donc avec un sentiment de préservation de la mangrove, on coupait dans un endroit, puis on laissait plus servir. Voilà. Et maintenant, comme il y a beaucoup, comme dans beaucoup de pays, des déplacements de population, maintenant on coupe et ça sans attendre que la mangrove repousse et sans replanter. Donc ça participe au recul général de la mangrove. Et on utilise aussi traditionnellement, ça se fait encore dans de nombreuses régions, le bois de certains palétuviers, ce qu'on appelle le palétuvier rouge, celui qui fait ses grandes racines échappes, et qu'on voit en haut à droite. Oui, c'est les jeunes. Et c'est un bois très dur, très serré, un putrécide, très riche en tanins. Il est utilisé pour la construction, pour des pilotis, justement pour des villages qui sont construits en mangrove dans de nombreuses régions. Puis surtout, maintenant, c'est l'élevage de crevettes qui en fait, supprime énormément de surface, notamment sur l'Indonésie, sur la Thaïlande, Vietnam, tout ça. Il y a des endroits énormes qui ont été massacrés. Et en plus de ça, l'élevage de crevettes, ça salinise les sols. Et je vois sur le Bangladesh, les endroits où en fait il y a des élevages de crevettes qui sont faits par les musulmans, il n'y a plus d'eau douce. Donc ils sont obligés de faire venir des citernes d'eau douce pour pouvoir avoir de l'eau. Alors que les hindous qui restent sur le Bangladesh
eux ont vite compris qu'il fallait garder en fait leur rizière, ne pas faire d'aquaculture de crevettes, et eux finalement eux vivent très très bien. Ouais, parce que c'était quand ça a été arrêté ça petit à petit. Maintenant on ne fait plus ça, hein. On s'est aperçu justement des dégâts. Ouais, que ça ça faisait. il y a encore quelques années, enfin Oui. je pense que ça y est toujours plus ou moins. Si, on peut retrouver des. Maintenant ils replantent un peu des mangroves aussi à l'intérieur des bassins crevettes, etc. Alors, le problème c'est que souvent on se rend compte que quand les conditions sont bonnes pour la mangrove, elle repousse toute seule. Donc finalement, d'aller planter, comme au Sénégal, d'aller planter de la mangrove sur des zones en fait qui étaient hyper salées, ça marche pendant quelques années et finalement ça crève derrière. Donc finalement, il vaut mieux réhydrater, soit par l'eau de mer, soit par l'eau douce, et la mangrove repousse toute seule. Et ça coûte moins cher. J'ai une question, quand je vais au supermarché pour acheter des crevettes, il faut que je prenne des crevettes qui viennent d'où pour éviter... Alors, il ne faut pas prendre des crevettes qui viennent d'Équateur, il ne faut pas prendre des crevettes qui viennent d'Indonésie, il faut pas... Alors il y a les crevettes de Madagascar qui ont un label bio. C'est vrai, j'ai vu ces bassins à crevettes il n'y a pas très longtemps. Ces bassins à crevettes sont implantés pas directement dans la mangrove, mais dans ce qu'on appelle les tannes. C'est des zones d'arrière-mangrove où il n'y a pas d'arbres ou très peu, parce que c'est des zones sursalées, où même les palétuviers ne peuvent pas se développer tellement c'est salé. On voit la surface du sol, souvent des espèces de couches de sel. Et les bassins d'aquaculture sont plutôt développés dans ces régions-là. Donc la crevette de Madagascar et puis c'est pas intensif, il y a moins d'intrants. Il y a aussi, alors c'est une toute petite échelle, il y a des élevages de crevettes en France, en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est des quantités beaucoup plus petites et je crois que c'est essentiellement consommé sur place ou exporté en Australie. Donc moi, ici, je n'ai jamais vu des crevettes de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, si on peut éviter les crevettes d'Équateur et d'Indonésie, c'est pas mal. Bonsoir. Je pense qu'il faut surtout éviter de manger des crevettes qui ont fait 8000 ou 10 000 km en dépensant du carbone, quelquefois par avion. C'est comme les légumes, c'est comme les fruits. Alors on est là en termes de parler de développement durable. Commençons déjà à ne consommer que des crevettes locales ou autre chose que de la crevette. Bien, vous avez raison. Donc on va passer au système suivant, parce que l'heure tourne. Donc les herbiers marins. Donc ils font partie d'ailleurs dans la convention de Ramsar des zones humides. Et donc là, on vous a mis des photos de Xavier. Qui montrent alors, parce que les herbiers, en fait, ce sont des plantes supérieures qui fleurissent. Hein. On appelle ça des phanérogames. Contrairement aux macroalgues que vous voyez en bas. Donc il faut bien faire la différence. Et là, vous avez, on va voir dans les petits films, sur la côte atlantique, dans les zones amarrées, des herbiers qu'on appelle plus les austères. Et en Méditerranée, les posidonies. Vous avez tous entendu parler des posidonies. Si vous allez sur la plage en Méditerranée, vous voyez des petits amas qui sont les déchets des posidonies. Et tout ça, ça fait des mattes et de la tourbe qui conserve le gaz carbonique. Pour les macroalgues, vous voyez, dont la surface peut être estimée à 3 400 000 km² par certains auteurs, alors que les herbiers, c'est plutôt 200 à 600 000 km² sur le global, sur le monde entier. Les macroalgues, il y a peu de travaux, peu d'informations, et surtout ce qui est compliqué, c'est que ils sont accrochés plutôt à des rochers, plutôt à des substrats durs et tout ça. Donc, il n'y a pas de tourbe juste dessous. Ils sont emportés par les courants, puis où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ils vont se mélanger peut-être avec la tourbe des herbiers, ils vont peut-être partir en profondeur, etc. Donc c'est vraiment complexe pour arriver à les prélever, à les analyser. Sur les algues, il y a aussi, je crois que dans cette catégorie, il y a les sargasses, qui sont des algues dérivantes, flottantes, qui peuvent faire des radeaux gigantesques, oui. Voilà, et qui peuvent faire une centaine de mètres d'épaisseur en forme de longueur, mais vraiment des gros algues qui peuvent être
Là aussi, il y a très peu d'études, mais qui peuvent être une source pour capter du carbone. Nos ulves aussi sont des algues flottantes, continuent à se multiplier mais sans être fixées. On manque terriblement d'études autres que juste pour quantifier leur effet au niveau global. Sûrement dans quelques années, elles feront partie du carbone bleu, mais pour l'instant, on ne peut pas trop quantifier. Oui, avec des difficultés qui sont celles des cycles, puisqu'on le sait, il y a des périodes où elles croissent, il y a des périodes de sénescence, où là elles relarguent leurs nutriments, leur carbone, etc. Donc finalement, ce carbone, que devient-il? Est-ce qu'il est recyclé complètement ensuite avec le phytoplancton? On l'a vu tout à l'heure dans le petit film, etc. Donc voilà, en fait, c'est toute cette complexité-là qu'il faut arriver à décrypter. Et on a du mal, puisque on voit que suivant la période de l'année, on ne va pas avoir les mêmes phénomènes. Ça a été évoqué en fonction des températures, on n'a pas les mêmes phénomènes. Et donc pour arriver à avoir un bilan global de tout ça, eh ben, voilà, ça fait partie de la complexité de ce qu'il faut continuer à étudier. Alors pour se décontracter un peu, j'ai trouvé un petit film sur les Posidonies qui vous amusera peut-être, on va le passer. Il a été fait par l'association Rivage par qui? Par Medpan. Il y a des rhizomes, vous voyez, des fleurs. Les services écosystémiques dont on parlait tout à l'heure. Ça a été fait par l'Association des ports de France. Les aires marines protégées. J'aime tout de suite sur un deuxième petit film sur les austères, cette fois-ci en Bretagne. Donc l'on retrouve dans pas mal de secteurs de l'Iroise, notamment dans les zones sableuses abritées. Et donc c'est une plante qui forme ce qu'on appelle des herbiers, donc les herbiers d'austères marines. On les trouve dans l'archipel de Molène, au niveau de Portsmouth, des blancs sablons, Iliens, Plougonvelin, en presqu'île de Crozon, et puis Douarnenez, et également sur l'île de Saint. Le fait déjà que ce soit une plante à fleurs sous-marine, donc c'est déjà quelque chose d'assez original, hein, puisqu'on a plutôt l'habitude de trouver des algues sous l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme ce qu'on appelle des herbiers, qui sont un peu l'équivalent des Posidonies en Méditerranée. Et ça joue en fait le rôle de refuge, d'abri pour certaines espèces de sèches, de poissons ou de crabes, de crustacés, et qui viennent donc non seulement s'abriter dans ces herbiers, mais aussi s'alimenter. Et
Et donc c'est un habitat qui a un rôle important dans l'écosystème marin. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous voyez mieux ce que sont les algues et les herbiers. Je crois que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les herbiers? Est-ce que toi, en Méditerranée, ils sont quand même pas mal en danger. Il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de la Colerpa taxifolia il y a quelques années. Je ne sais pas où on en est maintenant. Qui a été une algue qui a été introduite à Monaco et qui a pas mal détruit, qui a été en concurrence avec la Posidonie. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Et puis surtout, en fait, c'est les constructions, toutes les constructions de ports, c'est ça ce qui a surtout abîme la Posidonie. Donc, après, c'est sûr que les bateaux, tout c'est... Et puis sur le... Il n'y a pas que les bateaux. Chez nous, les zoostères, c'est-à-dire sur le côté littoral atlantique, c'est beaucoup la pêche à pied. La pêche à pied fait beaucoup de mal, notamment sur au moment des grandes marées. Vous avez par exemple sur Chauzet, les zones de zoostères ont diminué énormément parce que les gens ils grattent. Et comme c'est l'endroit où il y a le plus de coquillages, on gratte. Donc il faut faire attention, il ne faut pas aller gratter dans les zoostères. Parce qu'un jour, vous n'aurez plus de coquillages en plus. Une question? Oui, je voulais simplement dire que concernant les sargasses, vous avez donné le pouvoir positif des sargasses, mais vous auriez beaucoup de mal à expliquer ceci à la Martinique ou à la Guadeloupe, où elles sont en pleine croissance et c'est dû à quoi? Réchauffement climatique. Parce que pour là-bas, c'est un problème énorme. C'est le réchauffement climatique. Puis après, je pense que les pollutions, tout ça, ça doit jouer aussi. Après, les zones de sargasses, moi, quand on avait fait un film là, quand j'étais sur Calypso, en 84, on a fait une dérive sur en fait le Gulf Stream. On était parti de la pointe de Key West jusqu'aux îles, Bermudes, jusqu'aux Bermudes, et on suivait en fait les bandes sargasses qui partent à la dérive comme ça. Et par contre, vous avez autour de ça, vous avez un écosystème énorme qui part de la sargasse elle-même, plein de microplancton, plein de poissons, plein de coquillages, plein de crabes, et puis après, bien sûr, les grands pélagiques autour. Donc la sargasse aussi a un gros potentiel au niveau biodiversité aussi. C'est pas la même espèce en Guadeloupe que celle qu'on trouve ici sur nos côtes. C'est une espèce qui est différente et il y a des équipes de laboratoires de Marseille, je crois, qui ont commencé à faire des campagnes d'océanographie là-dessus. Et pour l'instant, on les a rencontrés l'autre jour à La Ciotat, à l'Humexplore, qui est un festival des explorateurs. Et pour l'instant, ils peuvent pas dire grand-chose encore. Ils n'ont pas assez d'éléments. Donc, oui, encore. Un mot, alors ça c'est plus... Il y a ça de nos côtes, alors je ne sais pas pour la Martinique, mais les lessivages de nitrates utilisés à l'agriculture sont aussi des sources de nutriments. Voilà. Et donc vont pouvoir générer des blooms d'algues. Donc bon, c'est un domaine que je connais moins bien, mais je sais que c'est une des sources. Il y a eu l'exemple des algues vertes en Bretagne, on en a beaucoup parlé. Là, c'était directement l'élevage des porcs qui se déversaient sur les plages et généraient ces algues vertes. Et pour nos milieux, d'ailleurs, les apports nutritifs sont néfastes au stockage du carbone dans les tourbes marines. Là, justement, le petit travail qui avait été fait sur les marais salés et les mangroves avec les petits sacs de thé ont montré que il y a un effet de la température qui accélère le redégagage du CO2, mais aussi les apports nutritifs accélèrent accélère le repassage dans l'atmosphère et la minéralisation par les bactéries qui ont un substrat pour se multiplier. Et donc là, on a une diminution du stockage par les apports nutritifs dans ces milieux de marais salés et de mangroves. Donc on arrive au marais salé, justement. Donc là, quelques images que j'ai trouvées sur Internet. Donc vous avez
la pointe d'Arcet en dessous de la Faute-sur-Mer, en haut à gauche. Là, ce sont des présalés dans le bassin d'Arcachon. Là, c'est pas la peine que je vous explique, c'est le Mont-Saint-Michel. Et puis ça, c'est des Spartines, peut-être dans le nord de la France, Betsson ou quelque chose comme ça. Donc c'est des milieux qui eux aussi sont productifs, qui sont parfois moins fréquemment inondés par la mer aux grandes marées seulement, ou d'autres plus fréquemment en fonction de leur altitude. Ça évoluera sans doute dans le temps avec la montée des eaux. Si on a 30 cm ou 40 cm de plus sur des surfaces très plates comme ça va changer beaucoup de choses. Et donc là, j'avais voulu inviter Régis Marty, que vous connaissez peut-être, qui travaille à la communauté de communes et qui est le conservateur du polder de Sébastopol. Donc il y a 2 réserves sur Noirmoutier, une réserve nationale qui est Mulembourg et une réserve régionale qui est sur le polder de Sébastopol. Donc j'ai retrouvé la trace, d'ailleurs même Régis Marty, il ne le connaissait pas, ce montage, qui a été fait en 2012 par TV Vendée et qui a été repris par News Jardin TV, petite TV Internet. Donc vous allez découvrir les différentes espèces de... Alors le marais du polder Sébastopol, il est quand même derrière des digues, mais il a été réalimenté artificiellement par les entrées, par des vannages, pour l'irriguer en eau de mer régulièrement. Et donc on a une pousse là de beaucoup d'espèces qui sont similaires à ce qu'on trouve dans les marais salés tidaux. Et donc en plus ça se passe à Noirmoutier. C'est un peu plus long là, je crois que c'est 6 minutes 50. Allez, on envoie la vidéo, merci. L'écologie est la science qui étudie la relation des êtres dans un milieu donné. L'écosystème est le milieu spécifique avec l'ensemble des êtres qu'il compose. Et il y a énormément d'écosystèmes très fragiles, notamment ce que l'on appelle les milieux humides. Et ici, à Noirmoutier, il y a une réserve naturelle qui s'appelle le polder de Sébastopol qui couvre 132 hectares de milieux humides salés dans lequel existe une végétation bien particulière que je vous invite maintenant à découvrir avec un spécialiste. Je vais maintenant rencontrer Régis Marty, qui est le conservateur de cette réserve et un écologue tout à fait émérite. Bonjour Régis. Bonjour Patrick. Régis, on est en train de faire une petite dégustation de plantes de ce fourré halophile. Donc vous appelez ça un fourré halophile parce que c'est un mélange d'espèces spécifiques de l'endroit. C'est un mélange spécifique et puis c'est la partie haute du présalé. Donc on a un espèce de fourré avec 2 plantes essentiellement. Dominantes, hein. La salicorne ligneuse. Alors ça c'est ce que j'étais en train de déguster. Là vous étiez sur la salicorne annuelle. Mais j'ai goûté quand même, c'est un peu... Ça va être voilà, salé, un peu plus dur quand même. Un petit peu plus sous la dent, mais c'est quand même très salé, c'est assez agréable. Et ça, donc à côté on a l'obione. L'obione, voilà. Et ça aussi on peut la déguster. Voilà, et ça c'est vraiment 2 plantes spécifiques de ces milieux-là. Voilà, qui vont former un fourré un peu différent de la salicorne annuelle qui elle est par contre beaucoup plus rase et qui va faire des végétations beaucoup plus rases. Des plantes que l'on peut mettre dans des salades et je vous conseille d'essayer la salicorne par exemple, ça se trouve même dans le commerce. Régis, là on a devant nous une plante qui, lorsqu'on la froisse comme ça a une odeur qui ressemble un peu au céleri. Oui, effectivement, c'est une plante qui était cultivée autrefois. Donc ça s'appelle masseron, c'est de la même famille que le céleri et puis on peut manger les feuilles quand elles sont très jeunes, tout comme le céleri. La racine aussi se mange. Je peux essayer là? On peut toujours essayer. C'est un peu le goût de persil en même temps. Oui. Et les graines, par contre, donc après la floraison, les graines ont vraiment voilà, le goût de graines de poivre. Donc on peut l'utiliser comme condiment. Voilà, condiment. Voilà, et donc aujourd'hui, vous les chassez un peu. Alors moi, voilà, c'est une espèce qui a tendance quand même à facilement se
prendre la place, notamment dans les prairies. Donc on essaye de réguler un peu cette espèce-là pour éviter qu'elle prenne la place. Mais on l'appelle masseron cultivé, ça veut dire qu'il n'est pas forcément indigène ici? Non, c'est plutôt une plante méridionale et qui a été introduite, voilà, et donc elle peut être invasive. Voilà, exactement. Donc ça, faites attention toujours dans vos jardins. Il y a certaines plantes, par exemple, on connaît très bien l'arbre à papillons, c'est une plante qui peut être extrêmement invasive, donc méfiance. Régis, là on est devant une plante qui est assez particulière et caractéristique de ces lieux salés, c'est la soude. Hein. La soude, alors là c'est une soude ligneuse, donc là aussi, du bois, donc c'est une plante pluriannuelle qui est effectivement adaptée aux embruns. Là elle est vraiment souvent, voilà, sous les embruns, donc des petites feuilles grasses qui permettent effectivement de retenir l'eau et d'éviter la transpiration notamment. Régis, alors là, on a une miniature, c'est le plaisir d'herboriser, mais c'est pas du tout une plante de sol salé, c'est un érodium, mais cet érodium, il est intéressant ici. Voilà, exactement, c'est Erodium malacoides, c'est un érodium, en fait, à l'échelle de la région, il y a très peu d'endroits où il se trouve, donc notamment, il est présent sur l'île d'Amitié, sur la réserve. Donc voilà, c'est un érodium sur lequel on fait attention, notamment, là, il est en pied de digue, donc quand on a des cas de restauration de digues, on fait attention donc toujours à essayer de protéger cette espèce. Sachez que l'érodium est un cousin du géranium. La différence, elle est très ténue, c'est simplement le nombre d'étamines. Vous voyez, la botanique, il y a des choses de passionnantes. Et je vous invite vraiment à venir visiter ce polder de Sébastopol. Vous avez vu toutes ces petites merveilles et aussi les gens aussi passionnés que Régis qui peuvent vous accompagner. Vous avez aimé notre émission? Alors, rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les plantes des présalés ou les marais salés. Oui. Est-ce qu'il y a une parenté avec les marais de Guérande? Ah ouais, enfin, c'est le même site d'écosystème? Je vous ai dit que ces marais salés qui sont en contact avec la mer fréquemment et tout ça, donc c'est différent des marais salants. Avant qu'on construise les marais salants, probablement, et qu'on fasse les digues, on avait des surfaces de présalés très abondantes. Alors après, dans le marais, quand on fait du sel, on a un sol qui est très dur, qui est très minéral, qui est argileux et qui ne va pas stocker de carbone, sauf dans les canaux qui alimentent les marais salants. Donc si on a des grands étiers, si on a à ce moment-là de la végétation qu'on retrouve de la même que celle-là. On a des obionnes, on a de la soude maritime que vous retrouvez le long de l'étier du Moulin. Mais la gestion actuelle des marais pour faire le sel n'apporte pas grand-chose dans le piégeage du carbone bleu. Les présalés, en fait, ils étaient sur toute la côte atlantique, hein, pratiquement oui, on va dire du sud de la Loire, de l'embouchure de la Loire, hein, donc il y a juste Guérande au-dessus, mais la Vilaine, on va dire, jusqu'à même les Landes. Hein. Les Landes, bon, on a gagné maintenant avec la forêt, c'était, je ne sais plus, c'est Louis-Philippe, non, qui a planté ça, Napoléon III. Donc voilà, mais avant c'était des marais, hein. Donc on a même toute la Charente-Maritime, tout ça c'était ça. Hein. Il y a eu tout le travail d'assainissement des moines dans le XVIIIe siècle, etc. On a supprimé énormément de présalés, ouais, pour en faire soit des marais salants, soit des on a répondu à votre question ou pas? Non. Oui, mais Guérande, c'est aussi le marais salant à Guérande. Oui. Oui, il y en a aussi, oui. Autour du trait du Croisic et tout ça. Oui. Non, mais si c'est inondable et tout ça, c'est la même chose, oui, on arrive... je crois qu'on arrive... Je vais poser une... Si vous pouvez
Ah voilà. Une question sur, Oui. en revenant au début, quand vous nous avez montré la Terre avec toutes ces traces de CO2 qui apparaissent en rouge, en marron, etc., on a l'impression, donc, et vous avez dit en plus que tout ça allait se répandre partout, se répandait partout. Mais on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de barrière entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il y a une raison à ça? Oui, c'est lié à la circulation des vents qui est essentiellement zonale, comme on dit, ça veut dire qui va essentiellement se déplacer dans le sens des longitudes. Pour des raisons d'écoulement de fluide, les échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud se font plus lentement. Ils se font, mais à l'échelle de plusieurs mois, de plusieurs années, alors que, par contre, de façon le long des lignes d'égale latitude, ça se fait beaucoup plus rapidement, comme on le voyait. Donc c'est pour ça qu'il y a des raisons tout à fait dynamiques qui sont liées, c'est de la mécanique des fluides sur un repère tournant. Les équations nous expliquent bien pourquoi est-ce qu'on observe ceci. Donc si j'ai bien compris, il serait bon de préserver un petit bout de terrain en Kerguelen, par exemple. Alors, tout dépend quel est votre objectif. Si c'est de façon saisonnière, peut-être. Sur l'île Kerguelen, il y a d'autres soucis que juste le CO2. Non, en fait, le CO2 se mélange à l'échelle du climat, sur 30 ans, on voit assez peu de différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. À l'échelle saisonnière, oui, comme on l'a vu, alors c'était 1 an. Mais à l'échelle du climat, on parle de moyenne de 30 ans, minimum, il y a assez peu de différence, ça finit par se mélanger. Ça avance tout seul. D'ailleurs, il y a autant de déglaciation, je ne sais pas si on dit ça, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. L'Antarctique fond aussi rapidement que l'hémisphère nord. Oui, effectivement, ça c'est le réchauffement, cette augmentation de gaz à effet de serre se répartit sur toute la planète. Alors, quand on regarde des cartes de réchauffement depuis un siècle, donc il y a 1 degré en moyenne, et on voit que dans les hautes latitudes, les deux hémisphères, donc vers l'Antarctique et vers le pôle Nord, mais aussi les hautes altitudes, il y a une accélération du réchauffement, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 2 ou 3 degrés dans ces régions-là. Et voilà, il y a des raisons qu'on connaît bien qui sont liées au fait que la glace fait miroir, donc le rayonnement solaire est réfléchi, et quand ça commence à fondre, parce que la température augmente, ça fait moins miroir, et donc ça va accélérer, attraper plus de chaleur, et donc ça fait une rétroaction positive, comme on dit, et ça accélère. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, toutes les zones où il y a de la neige ou en glacé, se réchauffe plus vite. On va passer au dernier point, là, personne n'a posé la question, mais et les coquillages, tout ça, les coraux, les récifs coquillés, tout ça, c'est du carbonate de calcium. Donc dans carbonate, il y a du carbone. Pour l'instant, ils sont pas considérés comme des puits de carbone. Si on fait des bilans, on a une légère production de carbone, parce que ce sont des animaux qui vivent, qui respirent. Tout est coupé. Et donc, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? On a changé de format. On va vous présenter un petit travail qu'a fait Joël Aubin, si la technique peut sortir sa présentation. Et donc là, il y a des activités de production de moules, de production d'huîtres. Et donc, quel est l'impact de ces productions sur l'environnement et en particulier sur le changement climatique? Donc, il va falloir qu'il vous présente un peu l'outil qu'il utilise pour ça, et qui est une analyse complète du cycle de la vie de la moule ou de l'huître. Là, ça, l'exemple va être sur la moule. Et vous allez voir ces explications et ces résultats. Voilà, je passe la parole et le petit machin pour avancer. Alors, juste en introduction, c'est vrai que
toutes ces parties coquillères, quand elles vont, quand on va enfin, je veux dire, quand elles vont se trouver au fond de la mer, ben c'est ça qui a formé une partie du calcaire, hein, aussi bien que ce qui a été expliqué au tout début par le phytoplancton qui finalement sédimente. Le phytoplancton, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent ces microalgues, elles ont un petit test calcaire, et c'est ça qui va aussi former, qui va former le calcaire sous-marin qu'on a récupéré ensuite voilà, sur nos sols habituels. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. On ne va pas parler de l'herbu, on va parler juste de la production de moules. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a un effet d'atténuation du changement climatique sur cette production? Alors d'abord, juste pour vous rappeler un peu, ça c'est un peu technique, mais c'est un peu une introduction, on utilise une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Alors, c'est pas exactement ce qu'on a discuté tout à l'heure sur les algues, le plancton, etc. Il ne s'agit pas du même cycle de vie. Il s'agit d'un cycle de vie plus en écologie, qu'on appelle écologie industrielle, qui va associer tous les cycles, et je vais vous montrer après, qui sont associés à une production. Donc, le but d'une analyse du cycle de vie, c'est d'évaluer les conséquences environnementales de différentes activités qui permettent de remplir une fonction ou de produire quelque chose. On va voir un exemple là. Ça va quantifier des impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie. Je vais vous expliquer ce que c'est que le cycle de vie. L'idée, c'est qu'on va l'analyser pas seulement avec l'équivalent du bilan carbone que moi j'appelle changement climatique, mais avec un ensemble d'indicateurs qui vont permettre de mieux voir toutes les conséquences qu'on a, et pas seulement une seule conséquence. Et ça, c'est important. Pour essayer de mieux comprendre, disons que si on améliore quelque chose, est-ce qu'on est sûr qu'on ne dégrade pas autre chose? Est-ce que si on améliore le changement climatique, est-ce qu'on ne dégrade pas, je ne sais pas moi, les problèmes de nitrate qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a évoqué? Ce qui est intéressant, c'est que c'est normé à travers des normes ISO et que ça sert de support à l'affichage environnemental. Donc quand vous allez voir, je ne sais pas moi, l'empreinte carbone de Casino par exemple, ou d'autres impacts environnementaux tels que vous les allez avoir sur vos produits de consommation, c'est fait à partir de cette méthode. Alors c'est quoi ce cycle de vie? Du coup, ça va prendre toutes les étapes du cycle d'un produit. Donc là, on a pris un vélo puisque c'est un cycle. Voilà, donc l'idée c'est d'abord de l'extraction des matières premières, donc on va prendre en compte tout ce qui est extraction, la transformation des matières premières, la production du vélo, son utilisation, et puis son recyclage à la fin. Et donc à chacune de ces étapes, on va consommer des éléments, on va consommer et on va émettre éventuellement des polluants, et c'est ce qu'on essaie de comptabiliser à travers cette méthode. Donc le cadre, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, son abbaye du 13e, il y a un très bel herbu, un très beau présalé, une baie avec un écosystème très particulier, et puis une zone de production donc de 12 000 tonnes de moules, avec une appellation d'origine contrôlée. Voilà. Alors, quand on fait une analyse du cycle de vie, on est obligé de se poser la question justement de où on commence et où on finit. On commence près d'ici d'ailleurs, puisque finalement sur Noirmoutier, on a du captage de naissains sur les cordes et qui sont envoyés justement sur cette baie du Mont-Saint-Michel. Donc quand on va faire cette analyse du cycle de vie, on va comptabiliser la quantité de bois, de cordes, etc. Les transports bien sûr en camion qui vont d'ici jusque là-bas. La fixation donc de ces cordes sur les bouchots, la croissance, la période de croissance, et puis tout ce qui est nécessaire à la récolte. Vous voyez là, il y a déjà un amphibie là, qui permet de travailler sur les bouchots. Et puis on va avoir, je vais y revenir, des phases de traitement, de tri, de nettoyage, d'ensachage, de distribution et d'épandage des refus, des moules qui ne vont pas être utilisés. Quand on va se poser la question du carbone, on est obligé de prendre en compte toutes ces étapes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on a sorti les moules de l'eau? Alors là, l'idée c'est que ce qui se passe sur la baie du Mont, c'est par exemple qu'on a un tri, un nettoyage, et là on va remettre 25% des moules qui sont élevées directement dans la baie, parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles sont cassées, parce qu'elles n'ont pas les formes correctes, etc. Et donc 25%, c'est quand même pas rien, vont être retournées dans la baie. Et celles-là, elles vont constituer d'ailleurs un stockage de carbone dans la baie, puisqu'elles ne sont pas exportées.
Alors après, on a l'ensachage, donc on a nos 75 qui restent là. Dans cette étude, on n'a pas travaillé sur la partie commercialisation, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé une fois qu'on est sorti de chez le producteur et qu'il est ensaché. Mais on va les consommer, ces moules, et si on veut vraiment savoir ce que devient le carbone des coquilles, on est obligé de se poser la question, mais que deviennent les coquilles? Et donc les coquilles, du coup, si on regarde les déchets ménagers à l'échelle nationale, eh ben, c'est à peu près 56% qui vont en incinération. Alors là, le carbone, hop, il repart directement dans l'atmosphère, donc on ne va pas se poser la question de s'il est stocké, ou alors il est enfoui. Et ce qui est enfoui, finalement, ben ça, on peut considérer que le carbone va rester stocké suffisamment de temps pour qu'on le comptabilise dans notre bilan. Donc finalement, ce qui va rester dans notre bilan, c'est deux positifs, disons, c'est l'épandage des refus dans la baie, et puis ben, l'enfouissement des déchets avec les déchets ménagers. En gros, ouais, un peu moins de 50%. Oui, c'est ça, autour de 50%. Un petit peu plus. Alors, ce qu'on utilise dans cette méthode, c'est toute une série d'indicateurs. Là, je vous en garde quelques-uns, qu'on appelle des catégories d'impact. L'eutrophisation, c'est l'augmentation de la concentration en azote et en phosphore du milieu aquatique, et qui produit une biomasse qui peut asphyxier le milieu. C'est aussi ce qui produit les algues vertes. On a parlé des cochons. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que les cochons directement vont dans la mer, mais on pourra en discuter. Il y a le changement climatique, oui, je suis en Bretagne, attention. Hein. Le changement climatique, c'est ça qu'on va appeler, ce que vous allez appeler bilan carbone, par exemple, hein, et qui va être induit par l'émission de l'ensemble des gaz à effet de serre. Alors on a parlé du CO2, mais on a parlé un peu du méthane, effectivement. Les gaz réfrigérants aussi qui jouent un rôle important. Donc voilà, tout cela sont comptabilisés dans la méthode. Il y a l'acidification qui est due à l'émission de molécules qui induisent l'acidification des milieux aquatiques et terrestres. Et puis, on a comptabilisé aussi la demande totale en énergie, c'est-à-dire toutes les sources d'énergie qui ont été utilisées pour produire nos moules. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne ces résultats? Alors là, je vais essayer de me rapprocher. Vous avez les 4 catégories d'impact que j'ai gardées. Et alors, on va se concentrer sur le changement climatique. Vous voyez qu'il y a une partie, là, on a le 0 ici, et on a une partie en positif et une partie en négatif. Comme ce sont des impacts, ce qui est en positif sur cette barre de cette couleur-là, en fait, c'est la consommation de carburant qui va émettre des CO2, du CO2, beaucoup. Et vous voyez que en négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va capter du CO2? Ben, on va retrouver notre épandage de naissin, on va retrouver de l'épandage de moules qui ne sont pas conservés, et puis on va avoir aussi la production des moules qui sont exportés, qui est ici, et ici, on se trouve avec le bouchot aussi. C'est-à-dire qu'on a comptabilisé le carbone qui est stocké dans le bouchon, qui est en bois, et qui a une durée de vie qui est très longue. En fait, ce bouchot, alors je ne sais pas s'il y a des producteurs ici, mais si, il y a un producteur là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre bouchot après? Après ces 15 ans à peu près, 15-20 ans de vie On utilise, avant on utilisait principalement du chêne. Ouais. Depuis une bonne dizaine d'années, on utilise de l'azobé. Ouais. Donc c'est un bois qui est quand même plus dur, qui dure plus longtemps. Après, les pions, on les ramène à terre. Chez nous, il y a des gens qui viennent les chercher pour les couper. Voilà. Et alors, effectivement, on a essayé de tracer ce que devenait... là, on l'a étudié en utilisant l'azobé, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé effectivement ce qu'il avait stocké dans la forêt tropicale d'où il vient, son transport en bateau, etc. Et puis, son devenir après. Alors, ils sont réutilisés beaucoup en paysagiste, etc. Il y en a qui les récupèrent. Et en fait, comme il est devenu imputrescible avec le sel, en fait, il a une durée de vie très longue. Une fois alors, il en perd quand même, on en perd quasiment la moitié. Hein. Si je me souviens bien, on perd la moitié du poids. Bon, bref. J'ai une question sur l'azobé. Donc, l'azobé vient des tropiques, donc contribue à la déforestation. Est-ce que ça, vous en tenez compte dans le bilan carbone? Parce que aujourd'hui, à peu près 15% du réchauffement de la planète vient de la déforestation. Pourquoi? Parce que quand on coupe des arbres, on a moins de capture de carbone par la photosynthèse de chaque année. Donc c'est un vrai souci. Alors oui, effectivement. Si, on sait comptabiliser. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui, en fonction du type de bois, en fonction... Alors, il y a aussi les questions de certification qui sont prises en compte. Est-ce qu'on est sur
des systèmes qui prélèvent juste une partie de la forêt et qui replantent ou pas, etc. On a des modèles qui permettent de calculer ça. Oui, mais en même temps, si on enlève un arbre, enfin, je ne sais pas, en tout cas en forêt amazonienne, c'est le cas, vous enlevez un arbre, en fait vous tuez au moins une centaine de plantes à côté. Oui. Donc est-ce que ça c'est pris en compte? Oui, c'est pris en compte. Non, mais absolument. Ouais, mais oui, on est bien d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a brûlis derrière? Est-ce que ça, en fait, toutes ces dynamiques-là, elles sont prises en compte dans l'ensemble des calculs. Néanmoins, on a quand même un résultat positif. Alors, juste pour... faut pas que je sois trop long. Vous voyez que sur l'eutrophisation, j'ai tenu à vous le mettre quand même. Vous voyez qu'il y a un effet qui est quand même positif aussi, qui est là, qui est lié aussi à la culture des moules, c'est que finalement, on va extraire de l'azote et du phosphore du milieu, qui va être sorti. Donc, en fait, on va lutter contre ces phénomènes d'algues vertes, et donc il y a un effet positif. Alors, très bien, je vous ai dit tout ça, maintenant, et vous voyez quand même que je veux réinsister sur l'histoire du carburant, parce que c'est quand même pas négligeable ici. Alors bon, hein, c'est la baie du Mont, après, chacun ses pratiques. Et du coup, pour essayer de comprendre un peu à quoi ça correspond, je vous ai mis des comparaisons. Alors, je ne peux pas faire ça par kilo de moule, parce que comparer un kilo de moule avec un kilo de bœuf, c'est quand même difficile. Mais du coup, je l'ai transformé en kilo de protéines, c'est-à-dire de protéines consommables pour les êtres humains. Et du coup, comment est-ce qu'on compare ça? Donc du coup, par exemple, sur notre changement climatique, vous voyez que les moules, du coup, elles sont quasiment... On ne voit pas, c'est l'épaisseur du trait, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça s'équilibre entre le négatif et le positif, et on a quelque chose qui est quasiment nul. Et vous voyez que le bœuf, par contre, on est à 80 000 kilos d'équivalent CO2 par kilo de protéines, donc ça c'est très important. Et puis vous voyez le saumon d'élevage de Grande-Bretagne, du poulet en France et du porc, on est sur une gamme qui est quand même qui est assez semblable. Donc ça c'est très bien, on se dit super, ben voilà un produit intéressant, etc. Un détail près quand même, vous voyez que la demande totale en énergie, elle est quand même très très importante, et elle est quand même bien supérieure aux autres élevages qui sont à peu près dans la même gamme. Donc là, typiquement, la discussion qu'on a eue avec les producteurs, c'est de se dire, mais réfléchissez un peu à vos pratiques. Est-ce que votre motorisation est adaptée? Est-ce que les distances que vous avez pour aller produire vos moules tous les jours avec vos tracteurs, vos matériels amphibies, etc., est-ce que c'est bien adapté? Réfléchissez-y. Il y a un potentiel, probablement, justement, d'essayer d'augmenter et de stocker ces moules, ces coquilles, pour stocker du carbone, mais il faut faire attention à cette consommation d'énergie. Et puis vous voyez que pour l'eutrophisation, ben là, par contre, on a vraiment un effet positif, puisque les impacts, eux, ont un signe moins, là, contrairement aux autres élevages. Voilà, donc je ne veux pas être trop long. Donc, juste quelques idées en conclusion. L'élevage des moules, ça peut apporter des bénéfices pour l'environnement, voilà, on peut le dire. On va capter l'excès d'azote et de phosphore dans le milieu et limiter des marais verts. Bon, je m'étais amusé à calculer combien ça compensait de cochons. C'est quand même pas exceptionnel, hein, voilà. Voilà. Par contre, c'est une activité neutre sur le plan carbone, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas émettre plus du carbone. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que la fixation du carbone, elle compense les émissions des machines, donc c'est un truc à réfléchir. Et il y a probablement des études similaires qui sont à conduire sur d'autres systèmes de conchiliculture. Bon, les huîtres, par exemple. Là, il y a plus de coquilles, peut-être qu'on peut regarder ça de plus près. Et puis, stocker les coquilles dans le milieu marin, puisque c'était une discussion qu'on avait eue avant, en préparant un peu ce... Eh bien, pourquoi pas? Ça pourrait être favorable au bilan carbone, mais donc, à nouveau, veiller à ne pas mobiliser trop d'énergie fossile pour le faire. Et puis, deux, comme on a vu toute cette discussion sur les zoostères, sur les posidonies, faire attention à ne pas détruire des écosystèmes fragiles. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de détruire quelque chose en essayant de le faire bien en stockant des coquilles. Voilà, c'était quelques messages. Alors, sur les chemins, sur les routes, oui, sauf que, finalement, quand on est en mer, on a un pH qui est autour de 8,2 en moyenne. Et ça permet de stabiliser le calcaire. Par contre, l'eau de pluie est plus acide. Et elle est d'autant plus acide, d'ailleurs, qu'on a des émissions de CO2 importantes. Et là, du coup, on risque finalement, de lessiver ce calcaire et de redissoudre le calcaire et de réémettre le carbone. Merci Joël. Avez-vous des questions?
souci qu'on a à l'heure actuelle, c'est la gestion des déchets. Parce que, comme vous le dites, nous sur l'île, on pratique, on rejette principalement nos déchets en mer, parce que le problème des petites moules, c'est qu'il y a de l'organisme dedans. Donc, si on les stocke à terre, comme des coquilles d'huîtres, ça sent très mauvais, donc on rejette en mer, ce qui est interdit à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour la gestion des déchets. Mais, à mon avis, il y a des solutions à trouver pour qu'il y ait une incidence sur le bilan carbone qui soit encore meilleure. Oui, tout à fait. J'ai pas de solution, mais effectivement, ça fait partie des réflexions. J'ai une information là, mais qui est très récente, je ne t'en ai même pas parlé, je t'ai dû t'envoyer un email hier soir que tu n'as pas encore lu. Mais donc il y a un article scientifique, mais qui est de 2012, je crois, fait par des Espagnols en Galice, où eux, ils transforment beaucoup leurs moules, ils les mettent en boîte, ils les décortiquent, etc. Qui se retrouvent avec, tu la connais, 80 000 tonnes de potentiel de moules. Et pour l'instant, il y a une usine qui fait 1500 tonnes de carbonate de calcium. À partir des moules, il y a 95% de carbonate de calcium. Et alors, je te pose la question, est-ce que c'est normal? Ils ont déduit, en fait, ils ont fait leur ACV, là, comme ça, et ils ont déduit l'économie de la fabrication du carbonate de calcium par une usine à partir d'une extraction de craie ou de je ne sais pas trop quoi. Alors ça c'est un peu technique, c'est des approches qu'on dit conséquentielles par substitution, c'est-à-dire que, je suis désolé, mais c'est-à-dire qu'on se dit, ok je fais quelque chose, mais si je ne l'avais pas fait et que j'avais remplacé par autre chose, est-ce que je fais une économie quelque part ailleurs? Comment je compte cette économie? Voilà, c'est ça l'approche, c'est possible. Moi, j'apprécie moyennement ce type d'approche parce que ça veut dire que derrière, il y a encore des hypothèses en disant, ok, vous avez choisi une forme de fabrication du carbonate de calcium. Si on en avait choisi une autre, on aurait des impacts différents. Donc ça me pose question. Voilà, mais ça, c'est une question de spécialiste. Finalement, à recycler, on a moins d'impact qu'à rejeter dans une décharge. Eh bien, alors, bon, c'est déjà bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller mettre nos coquilles d'huîtres dans la mer ou aller sur l'estacade et balancer ça? Mais sur l'estacade, je pense qu'on aurait d'autres problèmes si on voit tous les gamins qui sautent au bout de l'estacade. Moi, je le fais, je vais sur l'estacade. Toi, tu es sur l'estacade. Ouais. Le plus loin possible. Ah oui, mais alors voilà. Donc, à mon avis, encore une fois... je les mets à sécher avant, de façon qu'il n'y ait pas de déchets. Donc, chez moi, dans mon jardin, ça ne sent pas toujours très bon. Et une fois qu'elles sont sèches, je vais les remettre... Donc, probablement qu'il faudrait mettre ça un peu plus loin que là, juste sur la côte, pour être sûr que ce stock a des durées... Et le stock, peut-être pour l'instant, ne sert pas à grand-chose, mais c'est en prévision d'une acidification future. Donc, peut-être les situer dans les zones où... on a déjà une acidification naturelle, par exemple, c'est peut-être pas l'endroit d'ailleurs pour les mettre, mais moi j'ai vu qu'il y avait déjà un début d'acidification dans l'avant-port de Noirmoutier, et c'est pour ça qu'on avait, avec Michel Adrien, modifié ces prises d'eau, c'est de façon à prendre une eau à pleine mer et pas la première eau qui venait, toute la respiration des bactéries qui étaient dans l'avant-port, arrivait vers les closeries et faisait des dégâts et évitait et ne permettait pas de faire des bonnes productions dans les closeries de coquillages. Et depuis que ça a été changé, je crois que c'est mieux. Puisque j'ai la parole, d'abord merci de la clarté de vos explications. Vous exprimez des choses compliquées avec des mots simples. Vous avez vu, vous avez essayé d'employer un mot tout à l'heure plus scientifique, tout le monde s'est mis à rigoler, parce que c'est jusqu'à maintenant, vous nous expliquez ça d'une manière grand public. Et puis, tout le travail que vous faites, on se dit, mais pourquoi? En fait, à mesure que vous avancez, on saura mieux où taper pour demain réduire les conséquences sur le climat. Maintenant, oui, en ce qui concerne le travail des scientifiques, nous l'apprécions en tant que producteurs, parce que sans votre apport, on avait des difficultés de plus en plus grandes. Vous parlez d'acidification.
il y a des tas de mesures qu'on faisait, le redox sur l'eau, etc. Et sans vous, je pense qu'on n'arriverait pas à avoir une reproduction de qualité des coquillages, et en quantité aussi. Maintenant, vous nous parlez d'acidification des océans. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C'est peut-être pas dans votre programme, mais c'est quand même très important, non? C'est pas le sujet du jour, mais vous étiez là quand j'avais fait à une précédente fête de la science, festival de la science, on en avait parlé plus abondamment. En fait, effectivement, pour l'instant, avant l'ère industrielle, on avait un pH, c'est-à-dire qui représente le niveau d'acidité ou de basicité. La neutralité, c'est 7, je pense que tout le monde ça peut-être le sait. Et la mer c'était 8,2 avant l'ère industrielle. Et puis là, en 150 ans, on est passé déjà à 8,1. Et ça veut dire 30% de gaz carbonique en plus dans l'océan. Et si on ne fait rien et qu'on a le scénario le plus pessimiste du GIEC, on descend à 7, 8 ou quelque chose comme ça. Hein. Donc là, c'est dramatique, là, parce que là, il y a certaines espèces qui n'arriveront plus à se reproduire. Au niveau, je parle au niveau de tout ce qui est coquillage et bivalve. Il y a de plus en plus d'études qui ont été faites sur ce sujet. Avant le carbone bleu, je ne sais pas comment ça a démarré, c'est peut-être dans les années 2000 ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a tous les jours, je reçois les publications qui sont sur le sujet, et il y a des espèces qui résisteront mieux que d'autres. Notre huître gigas, elle, n'est pas très résistante, alors qu'il y a des espèces, la Virginica, qui, elle, serait aux États-Unis, qui, elle, peut mieux résister. Il y a des impacts importants aussi, même sur d'autres espèces. Donc c'est un... Ça veut dire, les chiffres que tu nous as donnés, ça veut dire que ça ne s'acidifie pas, ça se désacidifie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la zone acide, parce qu'il faudrait être en dessous de 7. La zone acide, tu as dit que la neutralité c'est 7. C'est 7, oui. Nous, on est aux alentours de 8. Donc, on va vers l'acidification. C'est pour ça qu'on appelle ça acidification. L'eau de mer ne sera jamais acide. On n'était ni basique ni acide à 7. Oui. On est neutre, oui. On est en dessous de 7. On est acide. Ah, d'accord, je fais ça. Donc là, on va vers l'acidification, mais on n'aura jamais des eaux acides, parce qu'il y a quand même des pouvoirs tampons importants. Oui, on a passé là. Et puis après, on a juste une petite vidéo de conclusion. Bon, je suis bien consciente qu'il y a l'horloge. Moi, j'ai une question d'ordre un petit peu plus général. Et étant donné qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir devant nous un tel panel de scientifiques émérites ou non, j'ai une question, moi, qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Donc, je m'adresse à vous à la fois parce que vous êtes scientifique et puis aussi parce que vous êtes tout simplement des êtres humains comme nous. Maintenant qu'il est prouvé que notre planète va se réchauffer et que le climat va changer du fait des activités humaines, je vous demande comment il va être possible de concilier la lutte contre le réchauffement climatique, l'économie, le commerce international, l'industrie, l'emploi, la lutte contre le chômage, l'accès au niveau des pays dits développés pour les pays en voie de développement et l'agriculture pour nourrir la population mondiale. Parce que je trouve que les études, c'est vraiment sensationnel. Mais alors, moi, dans ma petite tête, je me demande vraiment comment on va faire. Vous avez 3 minutes. Va dans le mur. Merci pour votre question. Non, c'est... bon, je tente une réponse, le climatologue des services. Le défi, il est exactement ce que vous venez de décrire. Et l'accord de Paris de 2015 donne une carte pour essayer de concilier tout ça. Maintenant, c'est
Le défi, c'est comme une police d'assurance, si vous voulez. Nous, ce qu'on fait comme étude, c'est de montrer, si on ne fait rien, ce qui se passerait. Imaginez que on est des représentants d'assurance incendie, on vous montre une vidéo d'un immeuble en feu. C'est pas parce qu'on s'attend que votre immeuble prenne feu, c'est que pour vous encourager, prenez une assurance et de changer votre réseau électrique, que sais-je d'autre, pour éviter d'aller là. Donc aujourd'hui, maintenant, ça y est, l'alerte est entendue, comme effectivement vous le voyez. Maintenant, tout reste à faire, c'est très clair. Et à quelle vitesse on va y arriver et comment, c'est un débat de société. Et c'est vrai qu'il faut l'aborder dans toutes ces dimensions que vous donniez. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est un problème tellement grave qu'il faudrait obliger les gens. Mais on a la chance de vivre dans des démocraties. Et encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas la planète, notre petit chpette de CO2 dans 1 million d'années, on s'en fichera totalement. Ce qui est en jeu, c'est l'équilibre de nos sociétés dans les dizaines d'années qui viennent. C'est vraiment ça qui est en jeu. Mais nos sociétés, c'est pas que le climat. C'est la démocratie, c'est l'inégalité, c'est résoudre les égalités, je veux dire, résoudre les inégalités. Et donc, la crise climatique est un élément en plus. Et comme le carbone bleu, il y a beaucoup de co-bénéfices à résoudre ce problème climatique sur tout un tas d'autres aspects. Mais pour être un peu provocateur, moi je dirais je préfère un monde à plus 4 degrés qui reste en démocratie qu'une dictature qui reste à 2 degrés. Donc, bon, on espère que ça va être ni l'un ni l'autre. Mais l'enjeu, c'est exactement ce que vous voulez dire. Et je crois que c'est assez enthousiasmant. On y est maintenant. Hein, tout reste à faire, mais voilà, il faut y aller. Merci Eric. Donc on va juste terminer justement par vous montrer une petite vidéo qui a été faite par ces scientifiques là que vous voyez en rouge, qui ont essayé de réfléchir au rôle potentiel de l'océan, parce que dans la COP 21, l'océan avait été un petit peu oublié, et donc mais ça dure 3 minutes. Et donc là, vous verrez que c'est pas que le carbone bleu, mais c'est une des 13 possibilités ou solutions que cette équipe de chercheurs ont proposé qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins utopiques pour certaines. Et donc on peut lancer la dernière vidéo et dans 3 minutes vous êtes libre. L'océan est un fabuleux régulateur du climat planétaire. Il absorbe 90% de la chaleur et un quart du gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère par l'homme. Et il est aussi le réceptacle de la fonte des glaces. Mais cela lui coûte cher. Réchauffement, acidification, diminution de l'oxygène et élévation du niveau des mers. Avec des conséquences très dangereuses pour nous et pour les écosystèmes marins. Si réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre nous aidera à éviter l'ingérable, nous devons aussi nous préparer à gérer l'inévitable. Alors, quelles sont les solutions qu'offre l'océan pour enrayer le changement climatique et faire face à ses conséquences? Des experts internationaux ont identifié 13 mesures, de l'échelle planétaire à l'échelle locale. Toutes ne sont pas également réalistes, efficaces ou pertinentes, mais elles représentent des pistes concrètes sur lesquels gouvernements et populations doivent réfléchir ensemble. Il y a d'abord les mesures qui s'attaquent directement aux causes de l'augmentation du CO2, comme développer les énergies marines renouvelables, replanter et préserver la végétation côtière qui a une capacité d'absorption du CO2, mais aussi augmenter celle de l'océan en le nourrissant avec des éléments nutritifs, ou encore ajouter des produits alcalins naturels pour diminuer l'acidité des océans. Un deuxième type de solution vise à préserver les organismes et les écosystèmes marins, en limitant l'arrivée à la mer des sédiments et des eaux polluées des fleuves et rivières, en arrêtant la pêche intensive et la surexploitation des ressources, ou encore en créant des aires marines protégées. Ensuite, c'est la troisième catégorie, on peut réduire les radiations solaires qui augmentent la température de l'air et de l'océan. Par exemple, en augmentant le pouvoir réfléchissant des nuages, voire même en tapissant la surface de l'océan d'une mousse non polluante pour le protéger de l'ardeur des rayons du soleil. Mais vous imaginez bien que de telles mesures font appel à une géo-ingénierie lourde qui s'accompagne de risques très importants. Enfin, quatrième et dernière catégorie, ce sont les solutions qui doivent aider les organismes vivants à s'adapter plus rapidement au changement climatique. Comment? En restaurant et en améliorant leurs habitats et écosystèmes, mais aussi en modifiant leurs gènes pour qu'ils répondent mieux au changement.
Mais là encore, il faut être prudent, car modifier le vivant peut comporter de sérieux risques. Au bout du compte, pas de solution miracle. À part les quelques solutions qui comportent aujourd'hui trop de risques, les autres sont pertinentes au niveau local ou global. Reste à les combiner habilement en fonction des particularités des régions océaniques, de la biodiversité et des activités humaines. Sans ce subtil dosage, nous échouerons. Une chose est sûre, nous avons besoin d'un océan en bonne santé.